Il y a comment élaborer ce passage de la pornographie à l'érotisme, et là on s'adressera plutôt aux ados et aux adultes. Et il y a un autre temps qui est celui tout simplement de l'éducation primaire, entre guillemets, des enfants, des garçons notamment, dès le départ, pour les amener justement à cette élaboration érotique plus tard. AVS avec Philippe Robichon. Et AVS, ça veut dire à votre santé. Le mardi, on retrouve, oui Nadia, ça tourne, on retrouve Nadia El Bouga. Comment allez-vous Nadia ? Ça va Philippe, bonjour à toutes et à tous. Quand vous dites ça tourne, c'est la caméra qui tourne. Oui, Je rappelle que oui. vous êtes sage-femme et Pour ne pas dire de sexologue. Le retour de Maximilien Bachelard. Bonjour Maximilien. Bonjour. Docteur en psychologie, le psychologue équipé, on vous appelle dans le milieu, psychothérapeute et président de l'Institut du Comment. Je ne sais pas d'où vous vient ce surnom qui se répand comme une traînée de poudre dans Paris, mais nous n'en parlerons pas ce matin. Nous allons parler d'éducation. Ça va, c'est une traînée de poudre. Voilà. On parlait d'éducation. Le bâton, vous vous faire battre. Ah non, j'ai pas de bâton moi aujourd'hui. Mais je dois dire que Maximilien, dans son sac, a plus d'un tour. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. On peut. Non. Dans une prochaine émission. Voilà. Dans une prochaine émission, Maximilien. Peut-on apprendre aux garçons l'érotisme à la place de la pornographie ? Pourquoi est-ce que vous avez réservé ce sujet à la jante masculine ? Alors, je vais laisser la parole à Maximilien parce que je suis agréablement surprise. On va être honnête avec nos auditeurs et nos auditrices. C'est Maximilien qui m'a proposé le sujet, et que ce soit un homme qui propose ce sujet, j'en suis ravie. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des sujets qu'on n'aborde pas trop, et c'est vrai qu'à Beurre FM, j'essaye d'amener des sujets dont on entend parler par les femmes régulièrement. Ça fait suite à la dernière émission qu'on a eue avec Nadia, où on se rendait compte quand même que, et on le sait bien, la consommation de pornographie, elle est plutôt masculine. Évidemment qu'elle peut être féminine, mais elle est prioritairement, majoritairement masculine. On était sur la question du virtuel, où c'était plutôt les filles qui s'imaginaient des relations non charnelles, en opposition avec la pornographie. On est centré sur l'image, sur l'auditif, sur le charnel, sur une rencontre physique. Et donc, voilà, j'ai commencé à me dire que on se plaint beaucoup de la question de l'homme, de sa fonction, de sa place, de ses comportements depuis toujours. On a toujours des explications, un coup culturel, un coup hormonal, un coup tout ce que vous voulez. Il y a tous ces mouvements féministes qui se réveillent, etc., qui ont leur raison d'être. Au fond, je pense qu'on ne peut être que d'accord que l'homme peut parfois avoir une place, une attitude qui est à revoir. Mais moi, je pars du principe aussi qu'on est éduqué. On est éduqué dans une culture, on est éduqué par les parents, et on voit très rapidement chez les jeunes une distinction entre les garçons et les filles, les garçons consommant assez facilement de la pornographie, et vient pour moi à l'esprit l'idée de l'érotisme qui se perd, pas uniquement évidemment chez l'enfant, on va dire chez l'adulte, cette différence où on est soit dans une hyperconsommation de l'image, avec un soulagement rapide, je ne vais pas vous donner les détails, tandis que dans l'érotisme, on est dans la patience, on est dans prendre son temps, on est dans l'imaginaire, et on est possiblement aussi dans tisser une relation. Dans la pornographie, on est dans de la consommation où la relation n'intéresse pas. Donc pour moi, il était intéressant de se questionner un petit peu sur les différences entre comment passer de la pornographie à l'érotisme, et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à apprendre chez le jeune à travers l'érotisme qui est au-delà de la sexualité, qui est donner envie, avoir envie, ne pas consommer et prendre l'objet qu'on a envie dans l'immédiat, mais en demander son consentement, parce que dans l'érotisme, il y a cette question-là à un moment donné. Si on donne envie, si l'autre est encore dans l'interaction, c'est qu'il y a un désir qui est possiblement partagé. Dans la pornographie, on est dans une consommation qui est à sens unique. Donc voilà un petit peu les idées que je jette un peu en vrac, et je me suis dit, tiens, je pense que c'est une question quasiment elbouguesque d'une certaine manière, et donc il fallait que Nadia puisse nous donner son point de vue, je crois. Voilà. Oui, en fait, effectivement, il y a je pense qu'on va aborder la question sur 2 temps, parce que il y a, comme vient de le dire Maximilien, le passage comment élaborer ce passage de la pornographie à l'érotisme, et là on s'adressera plutôt aux ados et aux adultes. Et il y a un autre temps qui est celui tout simplement de l'éducation primaire, entre guillemets, des enfants, des garçons notamment, dès le départ, pour les amener justement à cette élaboration érotique plus tard.
Mais Nadia, vous parlez souvent d'éducation à la sexualité et à l'affectivité. Quelle place cette éducation à l'érotisme occupe-t-elle dans cette, En fait, dans cette éducation? Oui, quand je parle d'éducation à la sexualité et à l'affectivité, en fait, dans sexualité, je le dis souvent, c'est sexualité avec un grand S, et c'est pas sexualité génitalité. C'est dans sexualité, justement, il y a éducation à l'érotisme et éducation à la sensualité, éducation aux émotions. Maximilien en parlera. Voilà, c'est ça que ça signifie éducation à la sexualité. Seulement, malheureusement, beaucoup d'entre nous entendent dans éducation à la sexualité, et d'ailleurs il y a aussi la dénomination éducation sexuelle, les gens entendent sexe, entendent génitalité en fait. Et c'est pas du tout le sujet, même si dans la sexualité, il y a de la génitalité, il peut y avoir de la génitalité, mais ce n'est pas l'ensemble de la sexualité. Et ça, c'est important de le signaler parce que c'est, si vous voulez, finalement, le socle de notre échange aujourd'hui. Est-ce qu'on peut définir l'érotisme? Qui? Maximilien? Et après Nadia. Alors oui, je suis en train de switcher entre ce qu'elle était en train de dire Oui. et votre question, mais parce que la première chose qu'elle se demandait, c'est d'une certaine manière, est-ce qu'on peut passer de la pornographie à l'érotisme? Je ne sais pas si finalement il faudrait passer de la pornographie à l'érotisme ou s'il faudrait avoir des bases directement et passer sur cette question de l'érotisme. Parce que pour moi, alors il y a beaucoup de choses à dire, je suis désolé, je vais partir un peu dans tous les sens, mais alors déjà, quand on parle d'éducation sexuelle, ça fait du mal à l'esprit parce que on imagine éduquer à la sexualité et on voit un enfant à côté. Donc il y a quelque chose où on se dit c'est inadapté, ça n'a pas de sens. Je crois que le fondement, un des fondements d'une sexualité épanouie, c'est notamment d'être en lien avec ses émotions. C'est de pouvoir gérer sa colère, sa frustration. Je trouve qu'une bonne entrée dans l'érotisme, entre guillemets, c'est le garçon qui commence à écrire une lettre d'amour à une nana. Je sais plus si ça se fait ce genre de choses d'ailleurs. Je sais plus si quand j'entends des jeunes qui les relations épistolaires, elles Voilà. sont devenues SMSR ou WhatsAppiennes. Hein. Voilà, alors déjà il y a la question de l'immédiateté, c'est-à-dire qu'avant on écrivait une lettre, on la donnait dans la cour de récréation. Là à 10-11 ans, certains ont déjà regardé toutes les vidéos d'un site pornographique et sont sur un SMS, donc on est dans l'immédiateté. Dans la question de l'érotisme, il y a la question du temps, de la réponse. Qu'est-ce que l'autre va dire? Est-ce que j'ai bien fait? Il y a quelque chose en plus d'écrit, je trouve, dans les relations épistolaires qui est intéressant, puisque grâce à de nouvelles technologies, on peut supprimer tout ce qu'on vient d'écrire. On s'envoie des sextos sur Snapchat qui vont se supprimer au bout de 5 secondes. Donc on est dans quelque chose qui est différent. Dans l'érotisme, on est dans la question d'un échange, dans la question de la patience. Et donc ça nous renvoie à des dimensions chez l'enfant qui sont intéressantes parce que c'est des dimensions qui doivent se construire. Gérer sa frustration, gérer sa colère, être patient, être dans le jeu plutôt que dans l'obtention, comprendre la volonté de l'autre, comprendre ce que ça veut dire arriver dans la question du consentement de l'autre. Et donc je crois que ça renvoie plus généralement à la question de la frustration chez ces enfants qui sont parfois en contact un peu trop jeunes avec des images qu'ils ne devraient pas avoir et qui ne leur apprennent pas qu'on dit bonjour, qu'on dit merci, qu'on séduit et qu'on vient pas simplement consommer comme dans un fast-food ou dans un drive en fait. Donc j'ai pas défini clairement ce que c'est que l'érotisme. Je trouve que c'est assez érotique de pas le faire justement, de le suggérer. Mais je crois que voilà, il y a ces questions qui sont sous-bassement. Je sais pas si ça te... Oui, tout à fait. Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur éducation à la sexualité. Donc vision d'un enfant à côté, ça mettrait, ce serait malaisant. Cette image serait malaisante. En fait, je pense que les mots ont un sens et il est important. Effectivement, tout ce que tu as dit, en fait, tu as donné le contenu, correspond à l'éducation finalement à la sexualité. Donc à mon sens, effectivement, il y a ce que tu décris, effectivement, les émotions, apprendre la frustration, apprendre aussi à attendre, parce que l'érotisme, c'est aussi une question de temps, on le verra après. En revanche, et tu me contrediras pas là-dessus, évidemment, on peut pas couper tout ça du corporel.
Donc, à un moment donné, parler d'éducation à la sexualité, c'est aussi renvoyer à une réalité corporelle qui est... moi, ça me fait penser, quand j'ai revu un petit peu la thématique, au concept de handling et holding chez Winnicott, de comment la maman s'occupe de l'enfant, comment elle le porte, comment elle le contient. Ça, c'est de l'éducation en fait à la sexualité finalement. C'est-à-dire que Winnicott l'a pas appelé comme ça, mais ce n'est réellement que ça en réalité, puisque le contact, la façon dont on va porter cet enfant, on va le contenir, on va le changer, la façon dont on va le regarder lorsque l'enfant sera dénudé, tout ça participe de cette éducation à la sexualité. Donc je pense qu'il faut vraiment nommer un chat et une chatte une chatte. Très bien. Mais ça, alors toi, tu donnes des images du petit. Moi, j'imagine l'enfant entre 8 et 14 ans dans un environnement où peut-être il voit ses parents nus ou au contraire jamais. Peut-être il se fait engueuler quand il est nu, peut-être pas. Les rapports entre son père et sa mère. Parce que il faut être assez clair. En fait, il y a quelque chose que je dis régulièrement et qui embarrasse toujours un peu les parents, c'est que les parents, en fait, n'arrivent pas bien à éduquer leurs enfants pour une bonne raison. C'est que les enfants n'écoutent rien. Ils s'en foutent la plupart du temps. Ça passe par une oreille, ça sort par l'autre. Ils regardent et ils miment. Et ils font un mix de ce qu'ils ont observé. Donc, quelle est la place de la sexualité, de l'érotisme, du respect de l'autre dans le couple parental observé par l'enfant depuis 5, 10, 15 ou 20 ans? Ça, c'est une question. Tout à fait. Et que la plupart du temps, les chats font des chattes, comme tu le dis, et en même temps, les chats font pas des chiennes. Voilà. On est d'accord. Mais là, du coup, tu mets l'éclairage sur effectivement une part essentielle de l'éducation qui est l'observation. Donc ça, c'est Piaget qui en parle, c'est l'imitation. L'apprentissage par observation, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de parents qui me disent, si on sort légèrement de la question de la sexualité, mon enfant fait quelque chose de délétère, ou on lui a dit de pas le faire, et en même temps, c'est ce qu'il observe depuis toujours. Donc j'aimerais que mon enfant soit respectueux envers les femmes, et en même temps, mon mari, il me parle mal toute la journée, il est désagréable, le contact physique est agressif, voire violent. Donc mon enfant, il va être amené possiblement soit à investir l'inverse, soit à faire la même chose. En fait. Investir l'inverse n'est pas forcément plus adapté. Mais on part quand même aussi de ce qu'on observe. Oui. Et cette question-là, elle est centrale, elle est importante, quoi. Et bien là, tu poses une question fondamentale et qui a soulevé justement toutes les réactions il y a 2-3 ans, qui est à qui est responsable. Et alors pas qui est responsable, mais qui peut contribuer à l'éducation à la sexualité et à l'affectivité. Est-ce uniquement les parents qui ont cette charge, ou est-ce qu'il peut y avoir effectivement une pluridisciplinarité, si je peux dire ça comme ça, bienveillante pour que cet enfant puisse avoir d'autres modèles, parce que c'est compliqué. Si dans une famille on a un mécanisme, un fonctionnement, comme tu décris, de violence, qu'elle soit sexuelle d'ailleurs ou autre, finalement de s'extraire de là, pour l'enfant, c'est un peu compliqué s'il n'a pas d'autres modèles à l'extérieur. Peut-on apprendre aux garçons l'érotisme à la place de la pornographie, cette fameuse éducation à la sexualité, à l'affectivité qui n'intéressait personne jusqu'à encore quelques années, qui maintenant redevient sur le débat public, et finalement c'est toujours le vide intersidéral au niveau des manuels scolaires, comme on dit. Alors c'est pas qu'elle n'intéressait personne, elle l'intéressait tellement qu'on l'a bridée. C'est plutôt l'inverse. Elle intéressait tellement parce qu'on sait la sexualité, ou les sexualités, ce sont des sujets, on le sait, éminemment politiques, sociologiques, tout ce que vous voulez, tous les hic que vous voulez. Et donc du coup, au contraire, ça a tellement intéressé qu'on a bridé tout ça pour pouvoir mieux maîtriser en fait finalement les individus, parce que si on maîtrise la sexualité des gens, on le voit bien dans certains pays, on maîtrise en grande partie le reste. Donc je suis pas certaine. Mais on crée des frustrations aussi, c'est toujours cette question. Exactement, et on est anti-érotique. Au niveau individuel ou au niveau sociétal, le fait de créer des frustrations crée des problèmes par la suite, quoi. Exactement, et là on est dans l'anti-érotisme. Maîtriser la nature, exactement, en se disant ça n'existe pas ou tu ne réagiras pas.
ça tient un temps et puis après ça explose. Exactement. Et d'ailleurs, on le voit bien, ce sont dans certains pays où la démocratie n'est pas, on va dire, le modèle de référence, où les sites, l'accès aux sites porno est le plus important. Et dans ces pays-là, ils ont le pouvoir, ils ont la capacité de pouvoir fermer ces sites-là. On le voit pour d'autres sites. La question, c'est pourquoi ne ferment-ils pas ces sites, justement ? Parce qu'on a compris que ces frustrations, ces lieux-là étaient un moyen de décharger les frustrations qui sont accumulées d'ailleurs par ailleurs, pas uniquement sur le plan sexuel. Oui. Bon, je referme la parenthèse, mais c'est juste de dire que on s'empare effectivement tous les deux aujourd'hui de ce sujet. On peut sembler comme ça des extraterrestres à vouloir pointer l'éducation à l'érotisme des garçons, mais en réalité c'est quelque chose, on n'invente rien, c'est quelque chose qui existait par ailleurs, d'ailleurs même dans l'Antiquité, et au final quand on voit dans l'histoire la tournure que ça a pris, on comprend très vite que il y a pas un désintérêt, mais il y a un intérêt certainement pour certaines institutions ou certaines structures de ne pas aller dans ce sens. Lequel est-il ? Point d'interrogation. Mais dans ce que tu dis aussi, ce qui est important, je trouve, c'est que à vouloir brimer la sensation qui émerge chez le jeune puis l'adulte, ça crée une espèce de bug, on va dire, dans le tableau électrique, puisque ce que j'ai est donc dégoûtant, il faut que je le réprime, et en même temps c'est plus fort que moi, j'ai envie. Donc là, ça amène à aussi une forme de violence, une forme de détestation de soi. Enfin, tout ça n'amène que des difficultés. Au plan individuel, sur l'éducation d'un jeune, on sait que ça amène à encore plus de problèmes que de lui faire entendre que ce qu'il vit est pas propre, est sale, et il doit contenir ça, il n'a pas le droit. Voilà, et il ne doit pas l'exprimer. Tout à fait. Et c'est important de souligner justement, alors vous posiez en introduction la question de qu'est-ce que l'érotisme. Il faut quand même... j'ai revu un petit peu les études de neurobiologistes type Serge Wunsch, feu Serge Wunsch, qui a écrit un très beau livre d'ailleurs qui s'appelle « Les origines de la sexualité ». Et il explique justement le comportement érotique des hominidés et des êtres humains. Et ce qui nous différencie justement de certains animaux, c'est ce comportement érotique qu'on a développé. Et donc là, ça nous amène sur un terrain qui est, me semble-t-il, important. C'est cette question de la sexualité est-elle innée ? Est-ce quelque chose de naturel ou quelque chose d'acquis, quelque chose d'appris ? La sexualité, c'est un apprentissage. Mais là, on parle de l'érotisme. Est-ce que ça veut dire que le monde animal ne connaît pas l'érotisme, alors qu'on voit par exemple chez certaines espèces des tentatives de séduction, des parades, voilà, donc même des fidélités dans le monde animal. Donc, mais est-ce que la finalité, je me dis que dans la question de l'érotisme, il y a la question d'un jeu dont on n'est pas certain de l'aboutissement, mais à travers lequel on a en soi déjà du plaisir. Tandis que dans la parade amoureuse animale, je ne sais pas si c'est la recherche du plaisir immédiat, mais je crois que c'est plutôt des stratégies pour obtenir quelque chose. La reproduction. Oui, mais c'est ça aussi qui est intéressant et qui est plus facile. Comment dire ? Le point intéressant dans la question du jeu, dans l'érotisme, c'est qu'on n'est pas certain de la finalité. Et comme on a un doute par rapport à ça, on n'est pas sûr de conclure, entre guillemets, et il y a une tension, il y a quelque chose d'agréable. C'est un jeu en soi, et c'est d'ailleurs en ça que beaucoup d'hommes ont des difficultés dans la rencontre avec la femme, c'est qu'ils ne comprennent pas, et ça on en parlera dans une autre émission, que ce moment-là est un moment agréable, que la femme apprend plus facilement à savourer, et l'homme s'y astreint, pour certains hommes, ils s'y astreignent en faisant un peu la tronche, et en se disant qu'il faut faire, entre guillemets, ces préliminaires, quoi. Voilà. Qui n'en sont en réalité pas, puisque c'est la sexualité. Les préliminaires n'existent pas. Oui, je sais. Oui. Ouais, je connais un peu le glossaire et le bouguesque, je suis au courant. Pour beaucoup de gens, ça existe. Je vous rassure. Qui est le tien aussi, je suis désolée de te l'apprendre. Tu connais le mien. Dans ce que tu dis. On a regardé mon glossaire. Vous êtes d'accord avec ça, Maximilien ? Est-ce que dans votre glossaire, les préliminaires existent ? Si on part du principe, excuse-moi, je réponds pas à ta place. Si Maximilien avait la gentillesse... Non, mais...
si on part du principe qu'on parle du comportement érotique, évidemment, la notion de préliminaire n'existe pas, parce qu'en fait, les comportements érotiques font partie de la sexualité. C'est ce qu'on disait en introduction. Donc, c'est antinomique que de parler de préliminaire dans ce contexte-là. Est-ce qu'il y a consensus par rapport à quoi ? Sur cette question des préliminaires? Ah non, il y a d'accord. pas mais parce que c'est très difficile de faire changer les mentalités. Alors le consensus, déjà dans le cursus de sexologie, on peut très peu parler de consensus d'ailleurs, parce qu'il est encore très hétéronormatif, donc si on peut aller très très loin encore. Donc non, effectivement, il n'y a pas de consensus. On a encore au milieu universitaire des pontes de sexologie qui nous parlent de préliminaires. Moi, ça me brûle les oreilles. Donc oui, à un moment donné, on ne peut pas prôner un comportement érotique, une éducation à la sensualité et à l'érotisme en continuant de parler de préliminaires. Parce que tout ce que l'on va décrire après comme exercice, par exemple, à proposer, eh bien, certains vous diront, oui, mais ça, c'est des préliminaires. Pourquoi on parle de préliminaires une fois de plus ? On ne va pas tourner autour du pot, n'est-ce pas ? C'est parce que la sexualité est pénétrocentrée et qu'en réalité, c'est là-dessus, justement, que est basé notre échange. C'est que finalement, il faudrait extraire les hommes de cette injonction de performance, d'aller, comme tu dis, à un objectif qui serait finalement la pénétration. Mais parce que c'est une vision, j'en parlerai dans une autre émission, parce que pour moi, c'est le côté ingénieur de l'homme. Malheureusement. De l'homme du masculin ? Oui, du masculin. C'est-à-dire, on est dans une vision mécanique. On va chez le mécano pour réparer sa voiture. Et donc, au départ, il faut huiler le moteur. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, en fait. C'est beaucoup plus... C'est plus compliqué, c'est à la fois plus simple. Mais c'est sûr que si on est dans l'objectif de performance, il faut des préliminaires. Et après, il y a la sexualité, il y a l'orgasme, et c'est terminé. L'image que j'aime bien donner, c'est le match de foot. Vous venez voir un match de foot, les mecs... ingénieur dans votre tête est très masculin. Si on vous dit que le match est terminé et qu'il y en a un qui a gagné alors qu'on n'a pas commencé parce qu'on a déclaré forfait, c'est pas très intéressant. Ils ont besoin de leurs 90 minutes de préliminaires, les hommes, quand même, dans le stade de foot, pour voir l'aboutissement. Et ils savent pas si on va gagner ou pas. Donc pour moi, les hommes doivent se décentrer et se rendre compte qu'eux aussi font la même chose, et qu'ils ont besoin d'une certaine dose de jeu et que ça fait partie de leur excitation et de leur plaisir. Et qu'en fait, on s'en fout de savoir qui a gagné ou pas le match. Pendant 90 minutes, on était dans une histoire palpitante. Voilà. Mais je vais essayer de parler aux ingénieurs un peu plus tard. Oui, ça sera, comme vous l'avez dit, une autre émission plus mécanique. On viendra avec votre mécano la prochaine fois, Maximilien. S'il y a une éducation à l'érotisme, ça veut dire qu'il y a une éducation à la pornographie ? Non, il n'y a pas une éducation à la pornographie. Parce qu'en fait, de fait, la pornographie, malheureusement, devient une éducation. En fait, elle s'est imposée comme une éducation. Et donc, au final, les jeunes, quand ils veulent à peu près comprendre comment se passe un acte sexuel, parce que là, il est question d'acte sexuel, on n'est pas dans une relation, c'est bien la différence. Eh bien, maintenant, en un clic, ils ont effectivement des images, des vidéos qui leur proposent un scénario, un déroulé de ce que peut être un acte sexuel. Et notre jeunesse pense que c'est effectivement comme ça que l'homme et la femme, on reste là dans le cadre hétérosexuel, entrent en relation. Mais est-ce que dans ces cas-là, il faudrait une éducation à la consommation de la pornographie ? Ah mais ça, je me tue à le dire depuis des années, en fait. Je dis qu'effectivement, il est vain, et d'ailleurs on en a parlé avec Ovidie, de vouloir interdire. Donc les États ont le pouvoir de pouvoir, ont cette en tout cas capacité d'interdire ces sites. Je ne sais pas si c'est la solution, honnêtement. Pour moi, il faut pouvoir accompagner. On parlait de frustration, l'interdiction, ça relève du même mécanisme. Les enfants auront, et les ados auront accès à ces sites. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir parler et d'échanger sur ce qu'ils ont vu et de pouvoir remettre les choses dans leur contexte, parce que c'est de ça dont ont besoin les jeunes. Mais c'est la question de la nuance et de la relation qui n'est pas forcément évidente à retrouver. Ça me fait penser à certains hommes que je rencontre qui n'ont jamais eu de tendresse, qui n'ont jamais eu de contact physique, qui n'ont jamais eu accès à un peu plus d'émotion au niveau qualitatif, et qui finalement, à l'âge adulte,
comprennent pas leur enfant, comprennent pas leur femme, parce que pour eux, soit tout va bien, soit on est en colère. Et vous voyez bien que c'est un manque de nuances dont il s'agit finalement pour passer de la pornographie à la question de l'érotisme. Nadia, vous vouliez absolument parler du baiser. Pourquoi Non, c'est pas... le baiser est absent de la pornographie ? Non, c'est pas parler absolument du baiser, c'est parce que... C'est vrai que c'est quand même absent. Là, oui. Excusez-moi. Oui. En même temps, j'ai envie de vous dire, finalement, c'est pas choquant, parce que quand on questionne les travailleuses du sexe, elles vous disent... C'est exactement ce que j'allais dire, j'embrasse pas. Oui, voilà, elle dit j'embrasse pas. Pourquoi ? Parce que justement, il y a une dimension affective, érotique dans le baiser. Non, pourquoi est-ce que je veux parler ? Je vais donner l'exemple du baiser. Parce que pour moi, il est vraiment représentatif de cette évolution, justement, de la disparition, ou en tout cas de l'estompement de l'érotisme, et ce passage brutal dans la pornographie. Il fut un temps, on parlait de baise-main, on parlait de baiser la main de quelqu'un, c'était un geste quand même qui était assez révérencieux. Là maintenant, on parle de baiser une personne. Alors, trigger warning pour les personnes qui sont... Trop tard, fallait le dire avant. Voilà, fallait le dire avant, voilà. Et en français, s'il vous plaît. Avertissement. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Bon, on parle de sexualité en même temps. Voilà. En fait, voilà. Pourquoi je parle de ça ? Effectivement, là, honnêtement, c'est pas mon vocabulaire, et vous le savez pertinemment, et même les auditeurs et les auditrices le savent très bien, mais c'est le vocabulaire... Alors, je rappelle que Maximilien, vous êtes filmé, et que la moue que vous venez de faire sera commentée. Donc si vous pensez que c'est le vocabulaire de Nadia, il faut le dire tout de suite. Je vois qui est mon équipe ou pas ici, merci. C'est pas mon vocabulaire, attends. Ça s'appelait de l'humour mimé en fait. Oui d'accord, ton humour, garde-le s'il te plaît. Filmer, c'est... Parce que c'est pas mon vocabulaire. Voilà, bisous Nadia, tu me regarderas en replay. Mais ceci dit, non mais regardez, non, c'est intéressant ce que vous dites, parce que les mots à travers les époques n'ont pas la même signification. Et ce qui pouvait apparaître comme pas tellement vulgaire à une époque, aujourd'hui, et encore je sais même plus si ce mot baiser est très très vulgaire, alors qu'on en a trouvé bien d'autres pour remplacer... Oui, mais je suis restée dans le soft là, effectivement, parce que je pars de cet exemple-là, mais pour vous dire à quel point on est passé justement de un terme qui était usité avec élégance et raffinement, et maintenant c'est un terme qui est imagé pornographiquement, enfin désolé de vous dire, mais on utilise le terme baiser à toutes les sauces, sans mauvais jeu de mots. Donc du coup, ça nous questionne, nous en tant que professionnels, en tout cas qui nous intéressons à ces questions sexologiques, de se dire où a été, qu'est-ce qui a provoqué en fait ce dérapage, parce que du coup, on le voit. Maintenant, je vais rentrer, alors trigger warning. Encore une fois. Mais attendez, est-ce que vous pouvez me faire la même chose en indonésien maintenant que vous avez des très bonnes notes en indonésien, Nadia ? Parce que ça me choque moins qu'en anglais finalement. Peringatan en indonésien, voilà. Donc, je reviens, voilà, vous me perturbez. En fait, oui, le baiser, il est caractéristique. Pourquoi ? Même la façon d'embrasser a changé. C'est-à-dire que le baiser peut être éminemment sensuel et érotique, comme il peut être aussi très pénétrocentré. Donc, on n'embrasse pas une personne tout de suite de façon pénétrative. Il y a une évolution dans le baiser, dans l'évolution du baiser. Et ça, je suis désolée, ça fait partie. N'en déplaise aux personnes qui vont certainement être choquées, mais c'est la réalité. Embrasser, ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a une éducation, et ça fait partie de l'éducation à l'érotisme. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. Alors, ça s'apprend, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément avoir une multitude de partenaires pour apprendre à embrasser. Avec un même partenaire ou une même partenaire, on peut apprendre à évoluer dans sa façon d'échanger au niveau des baisers. Je le dis parce que, voilà, on parle d'éducation à la sexualité, on reste comme ça évasif, mais c'est des exemples concrets, et ça s'apprend. Alors après, évidemment, ça s'apprend pour certaines personnes à l'âge adulte, probablement, mais en tout cas, ça s'apprend. Tu dis que ça s'apprend, mais il y a aussi quelque chose qu'on sait, je pense que tu comprendras ce que je veux dire si je suis clair, c'est que si on est centré, comme dans American Pie, qui est un vieux film maintenant... maintenant c'est Sex Education. Voilà, mais si tu te rappelles du premier, il se posait la question de comment faire. Et donc, là, on est dans une norme. Et finalement, on fait mécaniquement quelque chose qui est censé être la bonne chose. Quand on est centré, d'une part, sur ce qu'on apprécie, sur nos émotions, sur notre désir, et qu'en même temps,
on est centré en face sur ce que ça crée comme effet chez l'autre, on apprend à embrasser sans problème ou à faire l'amour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est connecté à ce que ressent l'autre et qu'on ne lui fait pas uniquement ce qu'on veut pour nous, mais qu'on fait aussi ce qui peut l'intéresser, on apprend d'une certaine manière à parler aussi sa langue, voire à avoir une langue commune. Tout à fait. C'est ça aussi qui est important. Parfois, on se dit, il sait pas faire l'amour, elle sait pas faire l'amour, il sait pas embrasser. Je me dis qu'à partir du moment où on est décentré simplement de son bon plaisir, mais qu'on essaye de voir, moi l'image que j'ai souvent, c'est un peu comme un musicien, on tapote sur les touches et on voit finalement le son que ça fait. Il n'y a plus de problème en fait. Il n'y a plus cette question-là. Donc si je suis là pour embrasser comme il faudrait ou comme moi j'en ai envie, à partir de ce moment-là, on est tout seul. Et donc, on reboucle sur la question de l'autre fois. On est dans du virtuel, d'une certaine manière, où la place de l'autre n'est plus là, de toute manière. Donc, ou l'autre n'est qu'objet, finalement. Voilà, l'autre n'est pas sujet dans l'échange. C'est pour ça que savoir faire l'amour, savoir embrasser ou savoir tout ce qu'on veut, à partir du moment où on prend en compte la vie de l'autre, on est connecté en direct à ce qui lui arrive, et cette question, elle disparaît, en fait. Donc c'est ça aussi que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique. Exactement. En fait. Il y a quelque chose qui me plaît. Alors il y a aussi l'autre penchant, et parce que les femmes sont beaucoup plus enclines à faire ce genre de choses, malheureusement, de mon expérience, de ce que j'ai vu en consultation, à faire ce qui plaît à l'autre. Puis tu les récupères à 45 balais, et puis en fait elles savent pas ce qui leur fait plaisir. D'ailleurs elles n'ont jamais eu de plaisir. D'ailleurs elles se sont pas posé la question, et d'ailleurs elles comprennent même pas ce que tu leur poses. Parce qu'on les éduque à l'hétérocentration. Voilà, donc elles sont là pour faire plaisir. Et puis à un moment donné elles commencent à se découvrir, et puis là on commence à comprendre pourquoi beaucoup de femmes n'ont pas eu d'orgasme entre guillemets, tout simplement parce que c'est pas une question statistique, c'est que déjà elles se sont pas centrées sur leur plaisir. Elles ont même pas demandé à l'autre de se centrer sur leur plaisir. Donc à partir du moment où on n'est plus dans une optique où il y en a un qui gagne et puis l'autre qui suit, mais que les deux se découvrent, il n'y a plus à expliquer comment embrasser ou pas, on s'en fout en fait, ça va se découvrir à deux, point barre. Tout à fait, mais quand on se rejoint dans ce qu'on dit, effectivement, quand je dis que ça s'apprend, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, évidemment. Il y a la manière qui va nous convenir, qui va convenir à l'autre. Comme s'il y avait une technique universelle qu'il fallait appliquer. Oui, mais c'est ce que ma génération, c'est ce que les jeunes comprennent. Non, ma génération, c'était le mythe qu'il y avait. Oui. Alors c'est un mythe, mais je pense que ça servait celui qui s'en servait à son bon plaisir personnel. Tout à fait. Parce que ce serait facile de se dire que vous étiez dans une génération où on suivait bêtement les normes et qu'on se disait qu'il fallait absolument les incarner. Moi, je pense aussi que ça convenait. Ça pouvait convenir notamment à l'homme. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait passer à l'exercice concret alors, pour celles et ceux qui nous écoutent ce matin, Maximilien, on vous a changé. On lui a changé. Depuis qu'on lui a changé, on lui a changé ses croquettes, j'allais dire. Mais non, c'est céréales. Et donc, depuis, il a le poil beaucoup plus soyeux, mais c'est surtout, il est beaucoup plus taquin. Il est blanc. Bon. Les garçons, on se concentre. Bien, donc, comment concrètement on éduque à l'érotisme, et c'est à qui de le faire ? L'éducation à l'érotisme, c'est apprendre, alors là pour le coup moi je vais me mettre dans le référentiel adulte, c'est apprendre à la décélération. Maximilien l'a très bien souligné en début d'émission, c'est apprendre à prendre le temps. C'est ce que maintenant, c'est un concept à la mode, le slow sex. Le slow sex, c'est quoi finalement ? Outre le côté un peu... Ce ne serait pas les femmes qui auraient lancé ce mouvement quand même. Moi, je n'arrive pas à m'imaginer que ce soit des hommes qui... Alors non, figure-toi que des hommes l'accompagnent, je l'entends. Oui. Ouais, mais je me dis que c'est surtout les femmes qui ont eu besoin de ralentir les hommes, quoi. Alors, peu importe, que ce soit les femmes ou les hommes. L'histoire... Non, mais c'est très important pour les hommes parce que justement, les injonctions de performance sexuelle, les hommes en sont les premières victimes. Quand un homme se retrouve avec une éjaculation précoce ou une dysfonction érectile, c'est très souvent psychogène parce qu'il y a cette angoisse en fait de ne pas réussir, donc premier échec, deuxième tentative, peur d'avoir du coup nouvel échec, et donc les hommes s'enlisent dans ce fonctionnement-là. Donc finalement le slow sex, en fait, cette éducation, pour ne pas l'appeler forcément comme ça, en tout cas cette éducation à prendre son temps, fait, à mon sens, partie de l'érotisme. Donc, dans tous les détails, c'est-à-dire apprendre à toucher avec lenteur, à caresser avec lenteur, à se déshabiller avec lenteur, prendre le temps d'eux et ne pas savoir où
où l'on va, comme tu disais en début d'émission. C'est-à-dire lâcher prise sur j'ai un objectif. À partir du moment où je considère que la sexualité, c'est pas forcément la pénétration et que c'est pas forcément éjaculer ou avoir un orgasme, donc une décharge tout simplement hormonale ou de tension corporelle, alors là, je me donne la possibilité de pouvoir élaborer en fait ma relation. C'est ça l'érotisme, c'est élaborer en fait, élaborer sur le plan corporel, élaborer sur le plan imaginaire, fantasmatique. Donc concrètement, cette éducation procède de quoi ? Concrètement, par exemple, on avait déjà parlé des exercices comme le Sunset Focus, c'est de pouvoir apprendre à toucher l'autre avec différentes façons. Différents touchers, c'est-à-dire effleurer, souffler, caresser, ce type de gestes-là auxquels les jeunes n'ont pas forcément, comment dirais-je, n'ont pas en fait été éduqués à ça, ou n'en ont peut-être pas parlé parce que dans les films porno, on ne prend pas le temps d'avoir 50 nuances de toucher. Et donc cette éducation, elle relève de qui ? De l'éducation nationale, des parents, Cette responsabilité, elle relève de l'humanité. C'est-à-dire que on doit tous se comprendre qu'en fait, la sexualité, que l'on veuille ou non, elle est au centre de nos vies, même pour les asexuels. Je suis désolée. Donc, pour le coup, à partir du moment où c'est au centre de nos vies et on voit ce que ça peut générer en termes de frustration et de conséquences, on doit tous se mettre autour d'une table et réfléchir à comment effectivement on peut apporter, sortir des polémiques, des représentations sclérosées et de se dire comment est-ce qu'on peut apporter psychologues, sexologues et autres corps de métier à ces questions-là d'éducation à l'érotisme. Bon, c'est le premier volet de cette thématique qui apporte encore beaucoup de réflexions. Merci Nadia, merci Maximilien. C'est sûr. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur Beurre FM Pianette. Mais c'est ça, il faut ralentir. On fasse des slow émissions. Mais il y aura d'autres épisodes. Slow motion. Ça, c'est l'introduction. Et vous regarderez la vidéo de cette émission à la bonne vitesse sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.